Parmi les indices qui ont les mieux performé ces dernières années, on va citer par exemple le S&P 500, et c'est pour ça que le S&P 500, aujourd'hui, on le retrouve dans la plupart des portefeuilles. Alors soit pour ceux qui font de la gestion passive, on a tout un tas d'ETF qui répliquent le S&P 500, qui est l'indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, mais même ceux qui font du stock picking aujourd'hui sont exposés au marché US et en partie au S&P 500, puisque voilà, si on regarde les performances ces dernières années, il y a une grosse partie de la performance, même au niveau mondial, qui est issue du S&P 500 et notamment du marché aux États-Unis. Donc avoir du S&P 500 au portefeuille, c'est presque obligatoire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'amusent aujourd'hui à faire du contenu sur Internet pour t'expliquer la meilleure méthode, la meilleure stratégie, la meilleure approche pour battre sur le long terme le S&P 500. La réalité, c'est que si on regarde les études académiques, ça ne fonctionne pas. Les professionnels de la finance et les gestionnaires de fonds qui font du stock picking, qui font du market timing, pour 90 à 95% d'entre eux, ils ne sont pas capables de battre le benchmark, en l'occurrence le S&P 500, sur des périodes supérieures à 20 ans. Donc le fait d'utiliser des stratégies passives comme les ETF, ça se comprend vraiment, et il y a un vrai intérêt à s'orienter vers cette stratégie, encore une fois, quand on regarde les études et tout ce que je viens de t'évoquer précédemment. Et la plupart des méthodes qui t'expliquent aujourd'hui sur Internet comment tu peux battre le S&P 500 en faisant du stock picking, en faisant du market timing, la réalité c'est que ça ne fonctionne pas. Là, dans cette vidéo, j'aimerais quand même néanmoins te présenter un papier de recherche, quelque chose de très sérieux, avec un recul justement sur les événements, avec une approche, une méthode et une stratégie qui a fonctionné sur le long terme et qui a permis de manière durable et de manière optimale à battre justement les performances du S&P 500 sur le long terme. Alors c'est pas quelque chose de très simple à comprendre, mais je t'invite vraiment à t'accrocher parce que tu verras que tu pourras retirer vraiment des super perles pour gérer ensuite peut-être de manière plus optimale ton portefeuille sur le long terme. Tout ce que je te présente dans cette vidéo, c'est issu de ce papier de recherche là que je te présente à l'écran. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux recroiser les sources et les informations, parce que je vais essayer de te faire un résumé de ce qui est présent à l'intérieur. Je vais pas pouvoir tout revoir parce que c'est un papier qui est quand même très dense avec énormément d'informations, et puis des fois c'est même trop complexe par rapport à l'audience que j'essaye de cibler sur YouTube. Donc si toi tu as envie d'aller plus loin, comme d'habitude, je te mettrai le lien et n'hésite pas du coup à croiser les informations pour compléter ce que j'aurais pu te présenter dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'objectif en tout cas de l'étude, il y a eu trois objectifs principaux avec le modèle qui a été développé pour essayer de surperformer en fait globalement le marché et le S&P 500. Premièrement, c'est d'avoir un drawdown, donc une volatilité qui va être comparable à un portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligations. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte à ce qu'on n'ait pas des circonstances de marché où on pourrait se retrouver dans la décennie perdue. Tu sais qu'il y a une période dans l'histoire dans laquelle il y a eu 10 ans à peu près sur lesquels le marché a latéralisé et sur lesquels il n'y a pas eu véritablement de performance sur le marché. Donc l'idée, c'est qu'avec ce modèle-là, on ne puisse pas se retrouver dans cette conformation-là. Et enfin, d'avoir un portefeuille qui surperforme 100% du temps par rapport aux performances globales, comme par exemple celui du S&P 500. Donc là, je t'ai mis les performances notamment du S&P 500, d'un portefeuille 60-40 et de l'approche qui s'appelle l'approche contre-cyclique, qui est celle qui va être présentée dans ce papier de recherche. Et ce qu'on remarque, c'est qu'entre 1970 et 2020, le S&P 500 sur cette période a eu des performances de 10,7% avec un ratio de Sharpe de 0,36 et puis un max drawdown de moins 46%. Donc on a quand même eu une forte volatilité. Avec un portefeuille 60-40, on a eu une performance un petit peu plus faible puisqu'on se rapproche plutôt des 10% avec une augmentation du ratio de Sharpe et un max drawdown plus faible de moins 27%. Avec l'approche contre-cyclique qui va être celle que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo, on a eu des performances de 15,8%, ce qui est énorme. Donc plus de 5%, presque un peu plus de 5% supplémentaires que les performances du S&P 500 sur cette même période, un ratio de Sharpe de 0,82, ce qui est énorme, et un max drawdown de moins 15%. Donc ça veut dire qu'une personne qui aura investi 100 $ en 1970 se serait retrouvée à 176 000 $ avec l'approche contre-cyclique de ce papier de recherche, contre 13 000 $ avec l'approche 60-40 et 18 000 $ avec celle tout simplement du S&P 500.
Donc le papier de recherche se focalise déjà et essaye de nous représenter l'économie de manière générale sous forme de 4 cadrans en fonction du niveau d'inflation, si on a une inflation plus ou moins forte, et en fonction aussi de la croissance du marché au niveau mondial. Donc si on se retrouve par exemple dans une conformation de marché avec une inflation qui baisse et une augmentation de la croissance, on va se retrouver par exemple dans le cadran numéro 1. Dans le cadran numéro 2, on va être plutôt dans une conformation avec une augmentation de la croissance et une augmentation également aussi de l'inflation, etc., etc. Donc de la même manière à ce que j'avais déjà pu te présenter sur cette chaîne YouTube avec le portefeuille All Weather de Ray Dalio, on va essayer de scinder en fait l'économie avec les différentes classes d'actifs qui vont surperformer en fonction des différentes conformations de marché, et on va essayer plutôt de s'orienter vers une approche plutôt qu'une autre en fonction justement de la conformation de marché dans laquelle on va se retrouver à l'instant T. Par exemple, les actions vont très très bien performer dans le cas où on va être dans une augmentation de la croissance et une augmentation par exemple de l'inflation. Là, les actions, les commodities, donc les matières premières et les obligations d'entreprise vont fonctionner très très bien. Si par contre on est dans une baisse de la croissance et une baisse également aussi au niveau de l'inflation, ça va pas forcément être les mêmes actifs qu'on va avoir en portefeuille. Donc ce que cette approche a essayé de faire avec cette approche contre-cyclique, c'est déjà d'essayer de catégoriser les actifs en fonction de leur performance et en fonction de leur intérêt à détenir en portefeuille en fonction de ces différents cadrans, donc en fonction du niveau de croissance et en fonction du niveau d'inflation. Et ensuite, tu vas voir qu'on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de mettre en place cette approche contre-cyclique. Donc là, on retrouve ces 4 cadrans que je t'ai présentés un petit peu plus tôt, et on remarque que quand on a une inflation qui va être plus faible, donc une baisse de l'inflation et une augmentation de la croissance, en général, ce qui va très bien performer, c'est les small caps, les large caps, et puis également les entreprises de croissance. Par contre, quand on se situe plutôt dans le cadran numéro 3 avec une augmentation de l'inflation et une baisse par contre de la croissance, souvent ça va être plutôt les commodities et notamment les métaux précieux qui vont le plus performer. Si on se situe dans le cadran numéro 4, donc avec une baisse de l'inflation et une baisse également aussi de la croissance, là il va falloir plutôt s'orienter vers les obligations d'État, donc par exemple les bons du Trésor américain ou des obligations de l'État français, etc., etc. Donc on se rend compte en fait avec les informations que je t'ai données jusqu'à présent que toutes les classes d'actifs ne performent pas de la même manière en fonction du modèle économique dans lequel on va se trouver, en fonction de si on a un niveau d'inflation qui va être important ou plus faible, ou pareil si on a un niveau de croissance qui va être plus ou moins faible, on va avoir un intérêt en tant qu'investisseur à éventuellement faire une veille active de notre portefeuille et plutôt s'orienter vers une approche plutôt que d'autres et peut-être surpondérer notre portefeuille en fonction de certaines conditions de marché vers certaines classes d'actifs pour essayer de surperformer le marché et peut-être se délaisser de certaines classes d'actifs à un moment donné pour aller se renforcer sur d'autres classes d'actifs qui auront un intérêt d'être détenues en portefeuille à l'instant T. Si maintenant on zoome sur chacun des différents cadrans, en l'occurrence là par exemple le premier c'est avec une augmentation de la croissance et une baisse de l'inflation, on se rend compte que les actifs qui fonctionnent le mieux c'est les actions, les small caps de type value et également aussi les small caps de type croissance, donc les small caps de manière générale mais que ce soit value ou également aussi de type croissance. Si on regarde le cadran numéro 2, c'est avec une augmentation de la croissance et une augmentation de l'inflation. Là, les small caps de type value fonctionnent très bien. Les rates, qui est l'immobilier coté en fait plutôt aux États-Unis, les large caps de type value fonctionnent très très bien dans ce type de cadran-là et dans ce contexte économique-là. Dans le cadran numéro 3, avec une baisse de la croissance et une augmentation de l'inflation, là c'est plutôt le secteur de l'énergie et notamment des métaux précieux type l'or qui va plutôt falloir détenir en portefeuille parce que c'est justement ces classes d'actifs là qui fonctionnent le mieux sur ces périodes. Et enfin dans le cadran numéro 4 avec une baisse de la croissance et une baisse du niveau de l'inflation, là il y a pas mal d'actifs qui fonctionnent bien comme par exemple les small caps de type value, les large caps de type value, l'immobilier coté, certaines obligations, le Dow Jones, etc., etc. Donc là on en arrive avec l'approche contre-cyclique qui est présentée dans le papier de recherche avec 3 objectifs distincts. La première qui va être de se constituer un portefeuille qui va être contrarien par rapport aux différents cycles économiques. Donc par exemple quand le marché va être optimiste, ça va être préférable de se placer sur des actifs qui vont être plutôt défensifs et sécuritaires. Quand le marché a peur, l'approche va nous pousser plus à se placer sur des actifs un peu plus spéculatifs et un peu plus risqués pour booster les performances du portefeuille. Et pour savoir finalement où est-ce qu'on va se situer dans le cycle économique, l'étude elle va utiliser 2 facteurs différents.
Le premier, c'est ce qu'on appelle le spread de crédit. Donc ça correspond à la différence entre les obligations les plus risquées et les obligations d'État qu'on appelle aujourd'hui les obligations les plus sécuritaires. Quand cet indicateur est important, ça peut signifier que nous sommes plutôt en période de récession économique et c'est justement dans cette période que nous allons investir dans des actifs risqués selon l'approche justement contre-cyclique qui est présentée dans ce papier de recherche. Et enfin, l'autre facteur qui va nous permettre de déterminer les différents cycles économiques et la manière dont on va allouer notre portefeuille, c'est la pente de la courbe des taux. Donc la différence notamment entre les taux long terme à 10 ans et les taux court terme, notamment à 1 an. Si tu sais plus trop comment fonctionnent les taux, la courbe des taux, comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube que tu pourras trouver dans la playlist bourse, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. La vidéo elle s'appelle courbe des taux, comment ça marche, et j'ai également expliqué en détail comment fonctionnaient les obligations et pourquoi par exemple c'était pas forcément ultra intéressant d'avoir des obligations en portefeuille quand on avait des taux qui étaient extrêmement bas, voire même négatifs dans certains pays. Donc n'hésite pas à voir ces deux vidéos. La première, courbe des taux, comment ça marche, et la seconde, investir dans des obligations avec des taux bas pour vraiment comprendre toutes les informations là que je t'ai présentées à l'écran, parce que je ne pourrais pas me permettre de faire tout un tas de rappels, sinon la vidéo serait bien trop longue. Donc là, on va reprendre les 4 cadrans précédents et on va essayer de les scinder en différents environnements économiques, en l'occurrence 3. Donc le cadran numéro 1 et le cadran numéro 2, quand on a une augmentation de la croissance, mais soit avec une diminution de l'inflation ou une augmentation de l'inflation, on va la catégoriser comme un environnement global de croissance. A l'inverse, quand on va avoir une diminution de l'inflation et une diminution de la croissance, on va considérer qu'on est plutôt dans un environnement qui va être au ralenti. Le slowdown, ça veut dire ralenti en anglais. Et pour le cadran numéro 3, donc avec une augmentation de l'inflation et une baisse de la croissance, on est plutôt dans un environnement propice au niveau de l'inflation. Donc là, je t'ai mis une autre image à l'écran qui va nous permettre de sélectionner avec cette approche contre-cyclique les classes d'actifs en fonction des différents aléas économiques, en fonction des différents événements économiques. Donc par exemple, ce qu'on remarque, c'est que quand le spread de crédit va être faible et que la courbe des taux va être plate, ça sera plutôt bon signe que l'inflation va être importante dans les années à venir et du coup, on va plutôt s'orienter par exemple vers du S&P 500, du small value, donc les small cap value, le gold éventuellement, etc., etc. Par contre, si le spread de crédit va être élevé et que la courbe des taux elle est pentue, alors du coup on peut considérer que l'inflation elle sera plutôt limitée et du coup on va plutôt s'orienter vers d'autres classes d'actifs. Donc en fait, entre le spread de crédit et la courbe des taux, ça va nous permettre de déterminer si on est plutôt vers un environnement de croissance, un environnement plutôt propice à l'inflation ou un environnement plutôt propice à un ralentissement global au niveau de l'économie. Et en fonction de ça, on va plutôt s'orienter vers une classe d'actifs plutôt qu'une autre. Si on avait appliqué cette méthode entre 1970 et 2020, on aurait eu une diminution en fait du drawdown, donc une diminution de la volatilité globale de notre portefeuille. On voit par exemple que sur la période de 2008 avec la crise des subprimes pour le S&P 500, il y aurait eu un drawdown, donc une volatilité de 46% du portefeuille. L'approche contre-cyclique, on aurait eu uniquement un drawdown de 13%, puisqu'on aurait été moins exposé aux actifs les plus risqués, en l'occurrence sur cette période. Et avec un portefeuille 60-40, on aurait eu sur cette période-là une volatilité de l'ordre de 26%. Donc sur la droite, avec la colonne en bleu, tu vois en fait les avantages d'être sur une approche contre-cyclique. Par exemple, sur l'approche contre-cyclique, sur la bulle Internet des années 2000, les dot-com bubble, l'approche contre-cyclique aurait permis d'avoir 41% de volatilité en moins par rapport à une approche simple du S&P 500 et 17% en moins de volatilité par rapport à un portefeuille 60-40. Donc globalement, ce qu'on remarque, c'est que cette approche contre-cyclique, elle permet à la fois d'avoir une volatilité plus faible, mais en plus de ça, d'avoir des performances plus élevées globalement. Si on regarde les performances de ce portefeuille, pareil, entre les années 1970 et 2020, globalement, par rapport à un portefeuille simple S&P 500 ou un portefeuille simple 60-40, à chaque fois, on a des performances bien plus importantes et bien plus élevées sur l'approche contre-cyclique que les autres portefeuilles que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Globalement, du coup, sur une période de 50 ans, l'approche contre-cyclique aurait permis de faire des performances de 15,8% en moyenne avec un ratio de Sharpe de 0,82 et un max drawdown de 15%, ce qui est juste extraordinaire. Quand on s'intéresse un peu à la constitution de portefeuille, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien.
Et si on regarde sur cette même période, entre 1970 et 2020, en fonction des différents aléas économiques, en fonction de si on a un signal d'inflation, de croissance ou de ralentissement, on ne va pas s'orienter vers les mêmes classes d'actifs. Par exemple, sur le niveau, sur un signal d'inflation ou de croissance, eh ben, on va décider plutôt d'avoir en portefeuille éventuellement du S&P 500, des small cap value ou éventuellement une partie par exemple sur le gold, et on va délaisser un peu plus les obligations. Alors que si on est sur un ralentissement, un signal de ralentissement de l'économie, on va être plutôt orienté sur des small cap value et puis une partie plus importante et plus significative sur les obligations, parce qu'en général, c'est ces actifs-là qui vont le mieux performer dans ces circonstances. Ce qui est vraiment super intéressant avec cette approche contre-cyclique, c'est que peu importe les aléas économiques, c'est un portefeuille qui fonctionne très très bien, avec une volatilité très très faible. On voit que qu'on ait le signal en fait inflation, croissance ou ralentissement, bah, on a eu un portefeuille qui a augmenté comme ça d'année en année et qui a même surperformé des portefeuilles tout simples, comme ceux qu'on retrouve très souvent sur Internet, comme celui du S&P 500 ou même le portefeuille classique 60-40. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.